pourquoi il y a nécessité de faire des chartes, pourquoi il y a nécessité de cette Bible, pourquoi on verra après il y a nécessité d'éducation à l'image, parce qu'il y a des stéréotypes. Et qu'il est temps de les déconstruire, ou en tout cas d'abord de les regarder bien savoir les regarder pour les déconstruire. C'est pour ça que je vais recevoir maintenant, à votre place, 3 personnes qui vont nous parler de l'étude sur les représentations avec le célébrissime test de Bechdel. Merci. Merci, Guillaume. Alors, donc, j'appelle à me rejoindre Agnès Jaoui, Harold Valentin et Mathieu Arborgast, parce que nous allons parler... Bonjour. Bonjour à vous 3, à vous 2. Il arrive, à vous 3. Bonjour à vous 3. Donc, on va parler des représentations à l'écran et des études sur les représentations, puisqu'on a des nouvelles données sur le test de Bechdel que vous avez fait passer aux films les mieux financés cette année. Oui, alors d'abord, comme disait Laurence, on a tous et toutes des stéréotypes dans la tête. Et pour pouvoir les déconstruire, il faut les penser, il faut les étudier, il faut les analyser. Donc aujourd'hui, on va vous parler du test de Bechdel, mais on a décidé de lancer une grande étude qui est encore en recherche de financement, avec 2 universitaires, Maxime Serville et Sarah Lécossais, que je remercie, qui vont analyser un corpus de films assez important pour étudier les stéréotypes reproduits en termes de genre, de race, de taille de corps, etc. Donc on va essayer d'aller plus loin dans l'intelligence collective et on vous présentera les résultats de cette grande étude l'année prochaine. Là, nous avons commencé par le test de Bechdel et je remercie les 80 bénévoles qui ont bien voulu participer à l'analyse des films. D'une part, les 50 films les mieux financés en 2019 et d'autre part, tous les films du dispositif éducation à l'image, collège-école, collège-collège et collège-lycée. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le test, on rappelle qu'est-ce que c'est que le test. Ça n'a pas l'air de marcher. Le test de Bechdel, il faut avoir 2 personnages féminins qui ont un nom. 2e critère, qui parlent ensemble. Et 3e critère, qui parlent ensemble d'autre chose que d'un homme. Voilà, c'est apparu. Alors, nous avons fait passer le test donc, aux 50 films les mieux financés. Quelques-uns n'étaient pas sortis, du coup, le corpus est de 44 films. Attendez, ça va apparaître. Alors, sur les 49 films les mieux financés, d'abord, on n'est pas très surpris, il n'y a que 14% de ces films-là qui sont réalisés par des femmes. Nous avons donc analysé 44 de ces 49 films. Et, surprise, il y a 52% de ces films qui échouent au test. Par rapport aux données qu'on avait en 2015 et 2016, rien n'a changé. Quand on regarde l'analyse par critères, on s'aperçoit que c'est le 3e critère. C'est-à-dire que dans la majorité des films les mieux financés par le marché, les femmes, quand elles parlent entre elles, ne s'intéressent pas à autre chose qu'aux hommes. Et enfin, on n'est pas surpris que ceux qui ont le plus mauvais résultat, ce sont ceux qui sont les mieux financés. C'est-à-dire qu'au-delà de 10 millions de budget, il y a 62% d'échecs au test. Dans le dispositif d'éducation à l'image, alors, donc à nouveau, on a analysé 95 films pour le collège-école, 96 films pour le collège-collège et 88 sur les lycées. Alors là aussi, on n'est pas surpris parce qu'en fait, le problème vient dès la petite enfance, puisque uniquement 33% des films présentés au collège des écoles, c'est-à-dire aux petits, passent le test. Donc il y a un vrai problème. Je pense que les petits garçons sont supposés ne pas aimer avoir trop de petites filles à l'écran. En tout cas, c'est un des chantiers qui sera abordé tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole maintenant à Mathieu Arbogast, qui vient de l'EHESS, qui va compléter un peu l'analyse justement des stéréotypes, avant Agnès Jaoui qui nous parlera de manière plus personnelle de sa manière de prendre conscience des choses. Merci beaucoup. Alors effectivement, le test de Bechdel, c'est un outil formidable, très puissant, qui ne s'intéresse pas seulement au nombre de femmes à l'écran, mais aussi à la manière dont elles sont représentées. Je vais juste vous proposer quelques pistes complémentaires qui ont déjà été brièvement évoquées aussi par Harold.
Des pistes qui mettent également en évidence les inégalités de genre à l'écran. D'abord, l'âge. Comparé aux hommes, les femmes ont de moins en moins de rôles quand elles avancent en âge. Et puis, encore plus précisément, lorsqu'un couple est figuré à l'écran, l'actrice est généralement beaucoup plus jeune que son partenaire, jusqu'à 26 ans d'écart dans les séries télé que j'ai analysées pour ma thèse, mais il existe des chiffres comparables pour le cinéma. Deuxièmement, les critères corporels de casting sont beaucoup plus uniformes pour les femmes que pour les hommes. Dans mon corpus, 86% des femmes sont minces ou maigres, seulement 30% des hommes. Il y a plus de diversité de silhouettes chez les acteurs. Troisièmement, la manière de mettre en scène est aussi totalement asymétrique. Dans mon corpus, 95% des femmes sont érotisées sous une forme ou sous une autre, et seulement 14% des hommes. Et enfin, il ne faut pas oublier, ça a déjà été évoqué précédemment depuis le début de la matinée, la dimension raciale de ces asymétries et inégalités. On parle beaucoup en ce moment d'intersectionnalité. Une dimension raciale qui a été montrée avec force dans le livre « Noir n'est pas mon métier », pour lequel Aïssa Maïga a réuni 17 actrices. Et les témoignages de ce livre soulignent en particulier à quel point ces actrices noires ont été fréquemment réduites à leur physique, un physique parfois érotisé en les animalisant et donc en les déshumanisant. Une chose à remarquer, tout de même, c'est qu'on peut aussi bien retrouver ces caractéristiques chez des personnages positifs, de femmes fortes, voire de super-héroïnes. Parce que la fiction peut très bien s'accommoder des ambiguïtés, voire de contradictions. Donc voici en bref quelques pistes pour analyser et chiffrer les inégalités de genre à l'écran, mais elles n'enlèvent rien à l'intérêt très réel du test de Bechdel et au travail formidable déjà réalisé par 50-50. Ce que je vous dis là brièvement sont des chiffres qui décrivent les fictions et montrent des inégalités, mais ce n'est pas un appel à interdire tel ou tel contenu ou à entraver la liberté de création non plus. Sur ce, je passe maintenant la parole à Agnès Jaoui. Alors Agnès Jaoui qui faisait des mines absolument magnifiques et des et des grimaces d'étonnement, de ça alors, mais comment se fait-il, quand on parlait de l'âge des personnages féminins, de la différence d'âge dans les couples, etc. Donc Agnès, j'imagine qu'effectivement vous avez beaucoup à dire. Oui, ça commence à 5 ans. Vers 5 ans, je me suis fait abuser par un inconnu dans la cage d'escalier de mon immeuble. Juste après, tandis que ma mère appelait la police, il y avait à la télévision un film pour enfants avec une petite fille blonde qui disait de jolies choses et de sa bouche sortaient des diamants, et une petite fille brune qui disait des gros mots et de sa bouche sortaient des crapauds. Vers 6 ans, j'ai découvert à la télé Fifi Brin d'Acier, une petite fille avec des tresses en l'air et une force surnaturelle. J'ai beaucoup aimé Fifi Brin d'Acier. À 11 ans, je me suis fait abuser par mon oncle. À 12 ans, j'ai commencé un régime que je n'ai toujours pas terminé pour tenter d'éradiquer ces rondeurs et cette graisse qui semblait poser tant de problèmes de désir et de dégoût. Vers 13 ans, j'ai vu des films avec Marilyn Monroe et j'ai chanté devant le miroir, la bouche en chœur, comme elle, tous ses succès. Vers 16 ans, au cours de théâtre où j'étais inscrite, je me suis rendu compte que pour 10 rôles d'hommes, il y en avait 2 ou 3 de femmes, et qui offraient peu de possibilités d'identification, à savoir l'obligatoirement jeune et belle fille à marier, la soubrette, moins obligatoirement jeune et belle, la marâtre, qui pouvait à loisir être laide et vieille puisque périmée, impropre à la consommation. Plus tard, j'allais me rendre compte que durant ces études, beaucoup de bandes de garçons allaient se constituer et travailler ensemble, et très peu de bandes de filles. Vers 19 ans, je me suis rendu compte que je n'avais pratiquement lu que des livres écrits par des hommes et dont les héros principaux étaient des hommes. Vers 24 ans, j'ai revu des films avec Marilyn Monroe et je me suis rendu compte que j'avais voulu ressembler à une idiote. Vers 25 ans, une casting m'a dit qu'il recherchait pour un film d'auteur une actrice prête à se faire sodomiser en vrai. Vers 26 ans, j'ai commencé avec Jean-Pierre Bacri à m'écrire mes propres rôles. Vers 27 ans, j'ai vu et aimé Thelma et Louise, mais après je me suis violemment disputée avec un grand ami qui reprochait au film l'usage des armes et la violence de ses héroïnes. Vers 30 ans, quand je faisais des interviews à l'étranger, j'étais très fière
de clamer qu'en France, nous étions 20% de femmes réalisatrices, bien plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Vers 34 ans, je me suis rendu compte que cela signifiait, je suis un peu mauvaise en calcul, que 80% de films étaient réalisés par des hommes, et je me suis demandé pourquoi j'avais été si fière d'un pourcentage aussi nul. Quelle puissante acceptation de mon infériorité m'avait fait me réjouir d'un chiffre aussi minable. Vers 35 ans, j'ai cherché une actrice jeune, en surpoids, pour un film, et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de candidates. Comme si elle s'était auto-censurée et interdite d'elle-même de pousser la porte d'un cours de théâtre. 1 an plus tard, le film est sorti, avec l'excellente Marie-Lou Berry dans le rôle. Et je me suis rendu compte qu'aucun magazine féminin ne la mettrait en couverture, comme ils aiment pourtant le faire lorsqu'une fille d'actrice célèbre accède à son premier rôle. Au mois de mai, à force d'hésiter entre 12 robes, j'ai eu envie de monter les marches du Festival de Cannes toute nue. Vers 35 ans, je me suis rendu compte que l'une des raisons pour lesquelles je trouvais les actrices de la série Soprano si épatantes était qu'elles avaient des corps normaux. Parce qu'autrement, dans tous les commissariats de police et les cabinets d'avocats, on recrute visiblement dans des agences de mannequins. Je me suis rendu compte que mes amies actrices travaillaient moins que mes amis acteurs. Vers 45 ans, je me suis rendu compte qu'il existait beaucoup plus d'écrivaines, de compositrices, de réalisatrices, de peintresses que je ne le croyais, mais qu'elles avaient été mystérieusement effacées de notre patrimoine. Je me suis rendu compte à ce moment-là aussi qu'on disait patrimoine et non matrimoine. En mars dernier, confinée avec un grand ami, je lui ai dit que j'étais un peu lasse des films d'hommes avec que des hommes. Lui ne voyait pas le problème, mais j'ai insisté et nous avons fini par voir Olivia de Jacqueline Audry, où il n'y a que des femmes. Mon grand ami s'est endormi au bout de 5 minutes. En octobre, une émission sur France Culture racontait l'histoire de Jacqueline Audry. Cette émission était intitulée « La disparue du cinéma français » et montrait comment la Nouvelle Vague, entre autres, avait méprisé et banni cette réalisatrice jusqu'à nos mémoires, jusqu'à l'effacer de nos mémoires, et tant moqué le fait qu'elle tournait en pantalon. En 2017, on a représenté pour la première fois correctement le clitoris dans les manuels scolaires. Depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'une seule femme avait obtenu le César de la meilleure réalisatrice. En 2020, on s'est rendu compte que la composition des votants au César comptait une majorité de 65% d'hommes. En 2020, 88% des films à la télévision française sont réalisés par des hommes. Au cinéma, ce sont 76% des films, selon les années, un peu plus, un peu moins, qui sont réalisés par des hommes. J'ai 56 ans et je ne me réjouis pas de ces chiffres. Je crois à l'influence immense des images, et d'autant plus quand nous n'en avons pas forcément conscience. Je crois qu'une série télé avec un président noir peut aider à élire Barack Obama. Je crois que des représentations répétées de femmes filiformes, jeunes, blanches et soumises n'aident pas à l'épanouissement des femmes ni des hommes. Enfin, je me permettrai de m'inspirer de Camus qui disait que mal nommer les choses, c'était rajouter au malheur du monde, en disant que ne pas mettre en image nos diversités, c'est rajouter au malheur du monde. Je finirai par cette citation. Je ne sais pas qui l'a écrite, ça doit être une femme. Les filles obéissantes vont au ciel, les autres vont où elles veulent. Bravo! Alors, on vient de me transmettre... Alors oui, il y aura une question, mais alors d'abord, c'est je le lis tel quel. L'étude sur le test de Bechdel et les interventions de cette table ronde sont très appréciées. Le très apprécié est souligné, donc ceux qui nous regardent aiment beaucoup. Et il y a quand même, en plus, un petit codicile. Bravo, merci Agnès, on nous dit. Voilà. Et alors, quand même, une question. Ça, c'est pour vous. Où peut-on avoir accès à vos travaux ? Alors, pour l'instant, il y en a 2 qui ont été publiés.
Et ma thèse, je la soutiens très bientôt. Il y aura des publications très bientôt. Mais pour l'instant, c'était la première fois que je mentionnais les chiffres que j'ai utilisés. Donc je demanderai un tout petit peu de patience. D'accord. Et alors... Sur le site de 50-50, dès que ce sera possible, évidemment. D'accord. Agnès, votre texte était magnifique. D'ailleurs, ça me permet de dire que la retransmission en ligne de cette matinée est enregistrée, donc il est possible de la revisionner. Je pense que vous allez avoir envie de revisionner Agnès Jaoui. Et que les études dont on a parlé sont évidemment disponibles et en ligne sur le site du collectif. Tout est téléchargeable, tout est visionnable. Mais Agnès, dans tout ce texte, ce que je trouve très beau, c'est que c'est très beau ce « j'ai cru » et puis non. J'ai eu confiance et puis non. J'ai pensé que, et puis j'ai réalisé qu'en fait, enfin, il y a toujours... Est-ce que c'est dur aussi, quand on est une créatrice comme ça, d'être soumise peut-être aux rêves et puis aux frustrations et aux constats, et y compris sans doute dans son propre travail. Enfin, quand vous cherchez une jeune actrice ronde et que c'est difficile, ce principe de frustration éternelle... Oui, c'est surtout parce que ça, je ne l'ai pas écrit parce que c'était déjà long, mais j'aurais pu évidemment écrire des heures. C'est aussi me rendre compte qu'en fait, des combats ont été menés à toutes les époques par les femmes. Et que là aussi, on oublie, et puis qu'après, on nous a retiré des droits. C'est ce qu'on dit, mais enfin, ce que vous avez dit ce matin, mais vraiment, j'ai été stupéfaite de me rendre compte que ce combat, oui, il est toujours à mener. Et c'est ça qui est parfois décourageant. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de m'engager avec le collectif 50-50 qui agit pour faire vraiment changer les choses. Parce que c'est bien d'avoir une journée de la femme, c'est bien de dire, de s'exprimer, de dire que c'est pas normal, etc. Mais après, rien ne change. Donc, c'est pas possible, quoi. C'est pour ça que, bon, ces quotas, etc., qui font bondir beaucoup de gens. Moi aussi, d'ailleurs, pareil, j'aurais pu mettre, je sais pas, vers 40 ans, on m'a proposé de signer la charte du collectif La Barbe parce qu'il n'y avait pas assez de femmes sélectionnées au Festival de Cannes. Et j'ai dit non dans un premier temps, en pensant, mais non, ça doit être notre talent qui... Et puis après, j'ai compris que, en fait, si, maintenant, je le signerais. Enfin, parce qu'en fait, si on ne fait pas bouger les choses, c'est comme contre le racisme, c'est comme contre tout. Si on ne fait pas bouger les choses réellement, enfin, par plein de moyens, y compris coercitifs, elles ne bougent pas. Voilà, parce que, mais même souvent inconsciemment, voilà, ceux qui ont le pouvoir ont envie de le garder. Et moi, ce que j'ai trouvé très beau aussi dans le texte d'Agnès, c'est qu'elle parle des hommes aussi, c'est-à-dire que c'est au service des hommes aussi ce travail, c'est-à-dire que si on représente à l'écran des hommes qui ont le droit de pleurer, qui ont le droit d'avoir une femme qui gagne plus d'argent qu'eux, ils seront peut-être moins inquiets de ce dont on parle. Et donc je pense que tout le monde a y gagné. Et je voudrais terminer par un exemple d'une chercheuse qui s'appelle Muriel Mille, qui a étudié Plus belle la vie. Et elle me disait souvent, quand on tourne une scène dans une cuisine où il y a un couple, les scénaristes ne précisent pas ce que fait ce couple. Quand c'est un homme qui réalise, c'est toujours la femme qui fait la cuisine et l'homme qui lit le journal. Quand c'est une femme qui réalise, elle cherche autre chose. Donc, voilà, il y a du progrès à faire. Et juste, peut-être pour finir, quand vous écrivez et quand vous tournez, est-ce que vous vous forcez à être conscientisé, ou est-ce que c'est naturellement que la parité, que les dialogues qui parlent d'autre chose que de mecs et de chaussures à talons hauts, je sais pas quoi, à quelle part a la volonté, disons, consciente dans votre création? Pour la parité ou le traitement des femmes et des hommes, il y en a aucune parce que ça nous est inné à Jean-Pierre Bacri et à moi-même. Il y en a éventuellement pour dénoncer certaines choses, oui, un peu même. Bah oui. mais pas voilà. Par contre, je dois reconnaître que j'ai plus besoin de le faire pour la diversité, parce que c'est toujours pareil, on est toujours plus concerné par sa
propre minorité, enfin bref, par son propre sentiment de minorité, que par les autres. Et voilà, c'est là où éventuellement j'ai des efforts à faire. Bon, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vraiment, c'était non seulement un moment d'émotion et d'engagement. Voilà. Merci Agnès. Non, mais merci à vous, je vous en prie. Merci à vous deux et merci, merci Agnès. Effectivement, la nécessité, au-delà de juste d'établir les faits, mais de s'engager vraiment à un moment. Oui, le mot coercitif quand même, hein. Oui, enfin un peu. Un peu quoi. Des lois. Bon ben merci beaucoup à vous trois. Et parce qu'on va passer justement. Alors là, s'il y a bien un domaine où il y a des choses à faire, parce que on l'a entendu là, on l'a entendu dans le test de Bechdel qui a été fait sur les films qui sont montrés dans le programme de l'éducation au cinéma. Il y a encore à travailler sur la notion des stéréotypes et à travailler sur la notion de l'éducation à l'image. Donc, on va attaquer ce débat. Alors, je vais les appeler. Je vais appeler William Benedetto, Isabelle Bourdon, Sophie Razavi et Claude Mourieras à me rejoindre pour parler d'éducation à l'image. Ah non, ben voilà. Ah si, je savais bien. Il est là. Je savais bien qu'il fallait que je me déplace pour vous avoir tous. Alors, bonjour à vous quatre. Alors, des sujets ô combien intéressants, piquants, et qui... Alors, est-ce que déjà, juste pour vous demander à tous, est-ce que vous pensez, avec ce qu'on a déjà entendu jusque-là, on a parlé d'inclusion, on a parlé de parité, on a parlé de stéréotypes, est-ce que l'éducation à l'image, par définition, c'est la source de tout? Est-ce que pour obtenir ce que le collectif 50-50 tient à obtenir, cette parité, cette égalité, cette diversité, ça commence déjà dans le regard des enfants? Voilà. Qui veut prendre la parole là-dessus, mais... Bon, bah, je vais y aller du coup. C'est un endroit qui est très important parce que c'est aussi un endroit où ils construisent leur regard de spectateur. Mais c'est pas l'endroit le plus non plus essentiel, dans le sens où comme ils sont alimentés par des représentations, même si c'est important pour eux d'éveiller leur regard critique vis-à-vis de ça, il y a aussi l'autre monnaie de la pièce de s'il y a des invisibilités, et ben c'est aussi invisible à leurs yeux. Et on a beau essayer de leur transmettre, si après quand ils sortent de notre intervention, ils retournent dans la rue, ils réallument la télé, etc., et qu'ils revoient les mêmes représentations, on ne sait jamais à quel point ce qu'on leur a transmis pourra perdurer, quoi. Ben oui, mais alors justement, parce que vous occupez, vous êtes réalisatrice intervenante, donc et surtout vous participez à l'association Regard de Femmes, donc vous aidez des élèves à réaliser des films. Alors vous, évidemment, c'est la fabrique du cinéma, Claude Mourieras. Cinéfabrique. Cinéfabrique. Ça fabrique du cinéma, la Cinéfabrique, pardon. Vous êtes directeur de l'Alhambra, donc d'une salle de cinéma. Et vous, alors vous êtes vraiment, vous êtes au rectorat à l'Académie de Créteil, et vous vous occupez particulièrement d'éducation à l'image. Donc, comment déjà tous vos postes, toutes vos missions travaillent ensemble pour montrer ces films donc aux collégiens, aux écoliers, aux lycéens, aux apprentis. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça fonctionne? C'est depuis à peu près 20 ans qu'existe le dispositif éducation au cinéma. Oui, c'est ça. Enfin, les grands dispositifs d'éducation au cinéma, qui sont les dispositifs massifs, ça fait à peu près une vingtaine d'années. Donc, en ce qui me concerne, au niveau du rectorat de Créteil, j'occupe un poste dans une délégation à l'action artistique et culturelle. Donc, ça veut dire que j'accompagne la mise en œuvre des dispositifs pour l'éducation nationale. J'accompagne des projets qui sont faits en classe, comme Regard de Femmes, par exemple, menés en partenariat.
Et on s'occupe aussi de la formation des enseignants, qui est un aspect crucial de cette problématique. Parce que, juste pour préciser, donc il existe un catalogue, alors dont il faudra sûrement à un moment parler en chiffres, justement. Donc un catalogue qui propose le patrimoine du cinéma, avec pas beaucoup de matrimoine à l'intérieur, qui est donc proposé aux enseignants, qui peuvent choisir 3 films, c'est ça, pour l'année, ou un, ou... Alors en fait, c'est pas les enseignants qui choisissent les films. Les enseignants choisissent de participer à ce programme, qui touche quand même pas mal d'élèves, mais pas non plus la totalité des élèves de France, c'est par choix. Mais la sélection des films, c'est sélectionné par ce qu'on appelle des comités de pilotage, qui se font donc par département pour école et collège, et par région pour lycéens au cinéma. Donc les enseignants ne choisissent pas directement les films. D'accord, donc les enseignants, après, reçoivent ce choix. Et donc, il y en a combien par an de films, éventuellement, à montrer à leurs élèves? Il y en a entre 3 et 5. 3 et 5. Ça dépend des dispositifs. D'accord. Et est-ce que, alors vous parliez de formation, est-ce que les professeurs sont formés à montrer ces films, à les expliquer Alors, ça dépend des cas, c'est assez variable. Dans le cas d'école et cinéma, il y a très très peu de formations qui accompagnent le visionnage des films, ce qui est vraiment extrêmement regrettable et ce qui apparaît comme un manque très très important. Ça dépend également des coordinations. Je travaille pour l'Académie de Créteil, donc j'ai la chance, dans mon académie, nous, on met à disposition 3 journées complètes de formation à destination des enseignants qui accompagnent collégiens au cinéma ou lycéens au cinéma. Donc ça veut dire 3 journées pendant lesquelles les films sont vus, analysés, critiqués, dans lesquelles on donne des outils pédagogiques aux enseignants. C'est pas le cas partout. Et c'est pas pour ça que l'éducation aux stéréotypes dont on parle depuis tout à l'heure en fait partie pour autant. C'est assez variable. Oui, alors, je vais continuer juste un petit peu le tour de table, enfin de table basse. Oui, mais on reviendra à ça, puisque effectivement, il y a une demande assez forte de la part du collectif 50-50 qu'il y ait aussi une notice, et au sein des dossiers pédagogiques des films, une notice sur les stéréotypes, et une possibilité de déconstruire les stéréotypes dans ces formulaires qui accompagnent les films. Mais j'aimerais que tous vous, Claude, vos étudiants, donc qui fabriquent du cinéma, ils vont aussi dans les classes pour rencontrer les jeunes spectateurs d'une certaine manière. Donc ils sont confrontés au regard du jeune public. Oui, je pense que déjà la Cinéfabrique en elle-même, c'est une école qui est largement ouverte sur la diversité, et je trouve que c'est ce qui est important de ce qui se dit ce matin, c'est toutes les diversités, diversité d'âge, d'origine, de rapport à l'académie, à quel type d'études on a fait, et de race. Et je pense que ce qui est important, c'est de s'apercevoir que nulle part il y a encore cette possibilité, même s'il y a plein de choses qui se font et il y a des chiffres qui bougent, mais on est quand même, je trouve, tout au début des choses, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on fait, quelle que soit la qualité de ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est comment faire en sorte que... je trouve que, par exemple, une école de cinéma, normalement, ça devrait être une de ses missions, bien évidemment, de se dire, on va à la rencontre dans des quartiers populaires, dans des quartiers politiques de la ville, de jeunes, et on parle de nos métiers, et ça peut devenir des exemples. Et parce que je pense qu'une des choses aussi qui est très très douloureuse, c'est qu'il y a une autocensure terrible. C'est-à-dire que les gens s'interdisent de penser différemment. Les gens s'interdisent de pouvoir se dire, voilà, pourquoi est-ce que moi je pense comme ça? Pourquoi est-ce que je suis catégorisé de cette manière-là? Est-ce que je peux pas me rêver autrement? Et je pense que dans cette dimension du vivre ensemble, aujourd'hui, on a chacun notre petite boîte, et je pense que la profession, même si elle fait des efforts, on est quand même très très corporatiste, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nous, on essaie que des lignes bougent, et que ces lignes, je pense, plus on les fera bouger en amont, c'est-à-dire plus on les fera bouger, j'irais, dès l'enfance, plus il y a une chance que, sur une génération, des choses et des esprits critiques s'ouvrent. Nous, par exemple, on a un dispositif, les deuxièmes années des élèves de l'école participent à un dispositif qui s'appelle Tu m'auras pas, et qui touche 350 collégiens, donc 350 c'est beaucoup pour nous,
mais c'est une goutte d'eau par rapport à une métropole comme Lyon. C'est quand même 2 millions d'habitants. Donc, à un moment donné, tu m'auras pas les réseaux sociaux, tu m'auras pas le sexisme, enfin, mais il y a un moment donné, c'est comment faire en sorte qu'il y ait une notion de nombre qui s'installe, alors que là, on est quand même très, 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 très peu. Oui, effectivement, je tiens à le souligner, votre école est exemplaire en termes de représentation de la diversité et tout. Mais c'est intéressant ça, parce que ça, c'est l'un des premiers stéréotypes aussi, que même un stéréotype intégré, que en fait, certains jeunes s'interdisent même de rêver à pouvoir rentrer dans le milieu du cinéma et exercer des professions. Mais bon, parce que peut-être leur regard a été au départ aussi conditionné par des stéréotypes et dans lesquels, par définition, ils n'apparaissaient pas. Donc, tout ça est là, pas un cercle vertueux pour le moment, mais plutôt un mauvais cercle. Alors, William, vous avez une salle de cinéma, l'Alhambra, et je sais que vous êtes très actif sur les débats, même avec les jeunes, que quand les professeurs font des projections de films, même au catalogue chez vous, que c'est souvent suivi de débats, etc. Enfin, pour vous, le jeune public, et l'éducation du jeune public, c'est une évidence, quoi. C'est un peu dans l'ADN de cette salle de cinéma qui fête les 30 ans de sa réouverture, puisque c'est un cinéma qui date des années 1920. Et c'est un peu ce qui donne le tempo, en fait. C'est-à-dire que c'est un lieu de cinéma qui, en principe, puisque effectivement 2020 est une année un peu particulière, nous accueillons tous les jours, tous les matins, tous les après-midi, des classes, des élèves, des enseignants, de la maternelle au lycée, qui viennent vivre une expérience de découvrir un film que souvent je définis comme qu'ils n'ont pas forcément envie de voir ou qu'ils ne connaissent pas. Et on est là pour les accompagner dans ce travail-là, pour faire que la rencontre ait lieu, parce que je crois que c'est important par rapport à ce qui se dit sur la question de l'accompagnement, des documents pédagogiques, de faire attention au fait que de la même façon que pour les questions de valeurs de la République, par exemple, il ne va pas suffire de faire des discours, de dire, de pointer. C'est, je crois, on est face à un vaste chantier, effectivement. Ça va nécessiter un énorme travail, ça va nécessiter beaucoup de remise en cause, parce que moi je sens que de mon côté, du côté de celles et ceux qui diffusent, celles et ceux qui montrent, même si ce travail qui se fait en partenariat avec l'éducation nationale et qui permet quand même de ne pas être qu'une goutte d'eau, c'est quand même 2 millions d'élèves chaque année qui sont touchés par les dispositifs de la maternelle au lycée, donc c'est quand même pas rien, c'est-à-dire qu'on peut penser que rares sont les élèves qui vont peut-être échapper une fois dans leur carrière d'élève, j'ai envie de dire, à une année avec 3 films. Voilà, donc je pense qu'on part quand même d'un acquis qui est assez puissant. Maintenant, c'est comment, à partir de ce qui existe, de cet existant qui reste quand même à valoriser, hein, j'en profite ici, mais pour dire que je pense qu'on ne prend pas assez en compte ce travail de fond qui est mené par les salles, qui se passe dans les salles de cinéma et qui se fait en partenariat effectivement avec énormément de structures, l'éducation nationale, mais aussi l'éducation populaire. Mais une fois qu'on a fait ce constat-là, maintenant, c'est comment on fait bouger les lignes. Ce qui nous a été dit sur les statistiques des films des catalogues, très peu de films réalisés par les femmes et le test, bon, mais voilà, il n'y a rien à rajouter, juste prendre la mesure que le travail, il va être énorme. Après, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire? Je pense qu'on est au point de départ. Moi, je suis ravi que le collectif 50-50, enfin, quelque part, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de rendre hommage à cette dynamique, parce que quelque part, maintenant, c'est nous qui nous retrouvons à devoir prendre des responsabilités. Le témoignage que nous avons entendu d'Agnès Jaoui, comme tous les autres témoignages, je crois, nous oblige à prendre nos responsabilités et peut-être effectivement à se dire que la façon dont les choses se sont passées jusqu'à maintenant, dans la transmission du cinéma, dans son enseignement, dans la façon dont on défendait la politique des auteurs, etc., il va falloir un peu remettre en cause tout ça, sans le jeter à la poubelle, hein, mais quand même réévaluer un peu cette histoire du cinéma pour essayer d'en faire quelque chose qui soit adapté à cette réalité, à ces faits qui sont révélés, et effectivement à pouvoir toucher beaucoup plus. Bon, nous, on est dans un quartier populaire, on est dans les quartiers nord, donc ce travail-là, quelque part, je pense qu'on le fait depuis très longtemps, malgré nous, sans forcément s'en rendre compte. J'ai fait partie de certains comités de sélection des films qui sont choisis pour les dispositifs. C'est pas simple de choisir des films, hein, voilà, mais c'est vrai que maintenant que tout ça est là, ben, je crois que la profession du côté des exploitants, du côté des associations, des festivals aussi, hein, puisqu'on est un peu tous dans le même
au même endroit, on est face à un immense défi. Et ce défi, pour le relever, il va falloir effectivement travailler, se réunir. L'intelligence collective, comme celle du collectif, sont un exemple pour pouvoir, aborder comment on accompagne des films qui sont déjà dans les catalogues et qui peut-être effectivement posent des questions. Est-ce qu'il suffit de mettre une mention dans un document pédagogique ou est-ce qu'il va falloir essayer de travailler plus en profondeur? Ces documents pédagogiques se posent aussi souvent la question de jusqu'où ils sont pris en main, jusqu'où ils sont lus. Je crois qu'il y a aussi une remise en cause de ces dispositifs qui doivent être faites aujourd'hui. Les formations, il n'y en a pas assez, c'est clair, c'est évident. En même temps, on ne peut pas non plus... elles sont forcément limitées. Voilà, donc quelque part... Moi, je trouve que c'est une aubaine, en fait, pour nous, que tout ça, il faut qu'on en fasse quelque chose de positif et qui redynamise les choses. Pour terminer, je vais prendre un exemple. Nous avons accueilli en octobre dernier, lors d'une rencontre régionale qui réunissait une grande diversité d'acteurs de l'éducation aux images de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Iris Bray, qui est venue faire une conférence sur le regard féminin, une révolution à l'écran, sans point d'interrogation, point. Et ça a été un moment très fort parce que toutes les personnes qui étaient là, en tout cas la plupart, ont vécu ça comme quelque chose qui mettait des mots sur ce qu'ils ressentaient depuis longtemps. Et aussi des personnes du cinéma qui se sentent un peu bousculées, quelque part. En gros, on remet en cause ce sur quoi je me suis fondé. Donc, quelque part, ces moments-là montrent bien qu'on est dans un moment un peu clé, un peu charnière, et prenons-le comme une aubaine, comme une chance qui nous est donnée de redynamiser un petit peu tout ça, de redonner du sens, de redonner des perspectives, et de faire que cet important et massif travail de transmission du cinéma, maintenant, il passe un cap, et il soit réellement en phase avec les attentes aujourd'hui, je crois, de la société. Alors, justement, évidemment que vous allez sûrement réagir pour tout ce qui est l'accompagnement des professeurs et tout, mais je voudrais d'abord vous demander à vous, Sophie. Donc, vous faites partie donc de cette association Regard de Femmes. Vous allez dans certaines écoles donc pour en fait aider à scénariser et à réaliser des films. Est-ce que déjà, quand vous arrivez en tant qu'intervenante, vous êtes confrontée au moment où les élèves commencent à créer? Est-ce que vous sentez qu'il y a des stéréotypes? Et comment vous luttez déjà dans la création au tout départ contre ces stéréotypes? Alors déjà, une première chose, j'interviens dans des lycées avec Regard de Femmes. Par ailleurs, j'ai une expérience plus d'éducation populaire. D'accord. Et donc, il y a en effet quelque chose dans le rapport à la salle de classe où quand les élèves sont dans une salle de classe, ils sont un peu obéissants. Et donc, ils essaient de bien faire les choses. Mais bien faire les choses, c'est aussi bien faire les choses selon les représentations qu'on nous a données. Voilà. Qu'il y a d'autres endroits, quand je fais du cinéma plus dans les quartiers populaires ou dans l'éducation populaire, où là, j'ai un peu plus de scénarios fous, par exemple. Un peu plus inventifs. Donc déjà, il y a déjà quelque chose dans le dispositif classe, en fait, qui crée déjà des rapports de pouvoir et qui les met déjà dans des rapports de pouvoir. Après, est-ce que eux, ils ont des clichés? Bien sûr. Ça se voit au moment de l'écriture, mais c'est plutôt pas des clichés, mais c'est vraiment des invisibilités. Par exemple, comme Regard de Femmes, c'est vraiment des scénarios sur l'égalité homme-femme. Par exemple, cet homme violent, il est forcément issu des milieux populaires. Et c'est une évidence chez eux. C'est intéressant, ça m'interroge moi aussi en me disant, tiens, du coup, par quel biais de représentation, par quel biais d'image, en fait, ils ont ces endroits-là. Donc ce qui est intéressant dans le travail de scénario, c'est toujours de les emmener à arrêter de s'auto-censurer. Vous êtes à l'école, mais là, vous n'êtes pas obligé de faire un travail tout clean, faites-vous plaisir. Et donc c'est à la fois lutter contre leur censure, les aider à sortir un petit peu du travail bien fait pour faire un travail vraiment d'invention. Et c'est aussi à ces endroits-là où à chaque fois les personnages ou les situations, on essaie de les complexifier, de les rendre plus subtils pour le coup. Et même s'ils ont des clichés, ils ont tous une expérience des rapports de pouvoir. Et donc ils ont cette expérience-là presque corporelle. Et donc ça aide à l'écriture. Et c'est en ça qu'on va essayer de chercher des choses de plus en plus subtiles pour éviter des scénarios très moralisateurs aussi qui peuvent sortir de ça. Ah, les méchants garçons, les pauvres filles. Voilà, c'est peut-être limite moi le plus difficile, c'est de faire comprendre à un garçon dans une salle de classe qu'un homme hétérosexuel peut souffrir de la virilité, par exemple. En général, les garçons, ils vont dire « Ah mais oui, les garçons qui souffrent de l'égalité homme-femme, c'est vraiment ceux qui sont pas hétéronormés. » Bon, ils le disent pas comme ça. Mais, et donc, c'est des choses, c'est vraiment des angles qui sont très invisibles et qui posent la question de avec quelle représentation on les nourrit, que ce soit au cinéma, que ce soit aussi par d'autres biais que l'art du cinéma, mais par la littérature, sur un homme peut souffrir de la virilité alors qu'il est hétérosexuel. Où est-ce qu'on en parle, quoi?
Alors justement, ce que vous parlez déjà de stéréotypes finalement qu'ils subissent ou qu'ils intègrent en fait au quotidien, dans leur vie, etc. Mais est-ce que pour certains, c'est donc par certaines images, mais est-ce que certains ont déjà une petite cinéphilie ou en tout cas des corpus de films qu'ils citent ou qu'ils prennent en exemple, dont vous vous dites ah mince, oui effectivement, si c'est ça leur patrimoine. Forcément que ça véhicule certains stéréotypes. Avec les élèves, on parle quand même beaucoup plus de questions d'expérience. Ils ont vraiment tout un tas d'expériences et c'est souvent de là d'où ils parlent. Ils ont un corpus d'images, je dirais pas que des films, parce qu'on est quand même dans le 21e siècle, donc ils ont un corpus de clips, ils ont un corpus de vidéos YouTube. D'ailleurs, il faut se mettre à la page, ce qui est pas forcément évident, donc ça m'interpelle. Après, je vais vérifier des choses. Donc ils ont des corpus d'images, mais ils ont surtout des expériences. Les rapports de pouvoir, d'abord, ils les expérimentent parce qu'ils ont été à l'école, parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils ont dans des rapports familiaux, quoi. Pour être un peu... c'est à l'époque où, à l'ère où, effectivement, où tous ces jeunes ont accès à la fois au porno, aux films complotistes, est-ce qu'il est encore pertinent de parler de l'échelle des plans, par exemple? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. J'ai pas de réponse, hein. Mais il y a aussi effectivement ce qui se passe dans nos salles, ce qu'on fait dans nos actions, ce qu'on mène, et puis il y a tout le reste. Et par rapport à il y a 30 ans, ce qui a changé, c'est qu'il y a un paradigme d'image dans lequel ils sont, plus les objets qui ont quand même évolué, qui sont. Il y avait un sondage qui avait été fait où je crois que 80% regardent des films sur leur iPhone, quoi. Ça, voilà. Donc du coup déjà, il y a aussi la question de la salle de cinéma comme une expérience. Est-ce qu'elle est encore possible? Est-ce que dans 10 ans, un jeune sera en capacité de rester 2 heures assis dans un fauteuil pour regarder un film et ne faire rien d'autre, qui est un peu ce qui nous réunit aussi, ce qu'on essaye de permettre. Donc il y a quand même plein de questions qui se posent aussi par rapport à l'époque qu'on vit, au-delà du sujet précis, qui à mon avis nous interpelle et nous interroge et rend les choses compliquées, quoi. Oui, en gros, l'éducation à l'image, c'est plus vraiment forcément que de l'éducation au cinéma, c'est de l'éducation à la citoyenneté quasiment. Enfin, en tout cas, éduquer le regard de manière quasiment sociétale, en plus de l'artistique, quoi. Oui, Claude, vous vouliez intervenir? Oui, je voudrais revenir sur cette notion, parce que je trouve qu'on en crève tous, c'est cette notion de politiquement correct. C'est-à-dire on a forcément, nous, adultes, professionnels, une certaine vérité, et on va vers eux en disant on va t'expliquer ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, etc. Et je pense que là aussi, il y a une espèce de retournement à faire absolu. C'est-à-dire que je pense que les enfants, les jeunes, ceux qui sont loin de nous, loin de nos manières de penser, il faut les écouter. Il faut d'abord les écouter pour travailler avec. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on est trop dans des espèces de certitudes, et notamment aussi par rapport à la place du cinéma, la place d'un certain genre cinématographique, la place d'une manière... Nous, par exemple, je trouve que le fait que ce soit des jeunes élèves d'une école de cinéma qui aillent faire ce travail-là, ils parlent pareil. Ils parlent, et ils regardent aussi les films sur leur petit écran. Et je pense que cette remise en question, elle est nécessaire. Et il n'y a rien de pire que ce côté, on va faire un film qui va dénoncer ça, tout le monde est bien d'accord, et on retombe dans ce que tu dis. Et c'est irregardable. C'est irregardable. Et je pense qu'il y a un moment donné, il faut oser s'emparer de thèmes qui sont clivants et laisser parler les gens. Laisser parler les gens et ne pas leur imposer une pensée unique. Alors c'est intéressant parce que, finalement, ce que vous dites, Claude, c'est qu'il faut arrêter dans l'éducation à l'image et même le dialogue autour du cinéma avec les jeunes, il faut arrêter d'être académique. Alors, bon. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas académique. Non, mais j'espère. Non, oui, j'ai bien vu. Oui, non, mais je suis habituée. Un petit jeu de mots provoquant, mais voilà. Non, mais je suis habituée. On me dit souvent. Et qu'en pense l'éducation nationale? Mais bon. Non, mais donc comment effectivement et comment 50-50, et je sais que 50-50 a fait des suggestions aussi pour l'éducation à l'image, y compris donc dans ces notices importantes sur les stéréotypes, etc. Mais comment aujourd'hui on peut présenter du patrimoine, mais aussi du matrimoine, et même faire monter les chiffres du matrimoine à des élèves? Comment les profs peuvent s'emparer des films différemment peut-être? En fait... l'expérience que j'en ai, j'ai aussi enseigné pendant 18 ans, donc, et avec les partenaires on a la chance d'avoir en Ile-de-France, que ce soit le Festival du film de femmes de Créteil, avec qui on travaille, le Forum des images, la Cinémathèque, qui mène des projets, Regard de femmes aussi, des projets ambitieux.
on peut absolument tout montrer aux élèves sans aucun problème. Je veux dire, n'importe quel film et n'importe quel sujet ou film qui soi-disant clivant, hein, on l'a bien vu avec Tomboy, avec d'autres films, tout est montrable et il n'y a quasiment jamais d'incident. Le problème, c'est pas tellement les élèves, hein, c'est les adultes et ce qu'on appelle l'autocensure et tout ce que vous disiez. Et c'est vrai que par rapport à ça, il faut y aller. Et effectivement, dans les cours de récréation et dans les lycées et les collèges, les 3 insultes les plus fréquentes, c'est pédé, pute et bâtard. Excusez-moi, c'est les 3 insultes. Comme par hasard. Donc, comme par hasard, pourquoi je dis comme par hasard? Ce sont des insultes qui identifient quoi? Un problème de genre ou un problème d'identité, ou de soupçon sur l'identité et sur la provenance, si j'ose dire. Donc, c'est sûr qu'on peut tout montrer aux élèves et le blocage ne se fait pas du tout au niveau des élèves, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que les élèves, ils ont tendance à faire confiance aux institutions, ils font confiance aux médiateurs, etc. Le problème, c'est qu'il faut assumer en tant qu'adulte et en tant qu'institution la position qu'on a et ne pas avoir peur d'y aller, exactement comme vous dites. Et par rapport à tous ces sujets-là, il faut vraiment y aller et il faut s'en saisir. Or, ce que je constate, il y a des projets, des gens qui font des choses extraordinaires, y compris parmi les enseignants, hein, dont c'est vraiment un cheval de bataille. Il y a des partenaires institutionnels avec qui on travaille qui font des choses extraordinaires, mais cette question-là, ces questions soulevées par le collectif 50-50, cette question du sexisme, cette question soulevée par Iris Bray du regard féminin, selon Claire, n'est pas prise au sérieux. Elle n'est pas prise au sérieux. Parce que pour le moment, alors c'est monté un tout petit peu le pourcentage, mais on en était au départ à 7% de films de femmes dans les films patrimoniaux. Là, on est monté quoi à 13 ? Oui, mais c'est même pas le problème, si vous voulez, des films. Parce que les films réalisés par les femmes, on peut toujours faire rentrer dans les listes du CNC des films réalisés par des femmes, et c'est très important. On peut toujours dire qu'il faut des personnages féminins qui soient valorisés, et c'est un effort qui se fait petit à petit, mais de manière pas suffisante, parce qu'on part de tellement loin. Mais on peut souligner cet effort-là, mais c'est pas tellement la question. La question, c'est de prendre au sérieux ces questions-là. Est-ce que le female gaze existe ou des choses comme ça. Tous les apports des cultural studies, si vous voulez, ne sont pas du tout intégrés dans la transmission de la culture, que ce soit à l'école ou ailleurs. C'est des choses qu'on regarde parfois avec un peu de dédain ou ça suscite quelques ricanements. Comme si c'était pas sérieux, comme si c'était pas digne, par exemple, d'être enseigné aux élèves. Donc c'est surtout ça le problème, et ça se retrouve également par rapport à la formation des enseignants. C'est pas du tout qu'il n'y a rien qui se fait, il y a des gens qui sont convaincus, mais les institutions en général sont frileuses par rapport à cette question-là. Et pour compléter, dans le monde du cinéma, il y a toujours cette fameuse question, c'est il faut qu'on parle de cinéma. Voilà, et pas de comme femmes. Si aborder un film à travers sa globalité, des thèmes, des personnages, non, on va parler de cinéma. Et moi, très sincèrement, j'ai jamais trop su ce que ça voulait dire que parler uniquement de cinéma, si ce n'est de parler de l'expérience qu'a provoqué le film et de ce que ça génère comme question, interrogation, émotion chez les spectateurs. Donc là aussi, il y a des chapelles comme ça qui se blindent et qui disent ah mais non, on va pas commencer à aller sur ce terrain-là parce que là on n'est plus dans le cinéma. Et les livrets pédagogiques qui accompagnent les films sont-ils aussi la plupart du temps en fait très cinéphiles, très comme il faut. Ça parle beaucoup des plans larges, des plans américains et tout, mais ça parle pas beaucoup. De toute façon, ça parle pas des stéréotypes. On peut pas non plus caricaturer trop, parce qu'il y a des auteurs de ces livrets pédagogiques, notamment les plus récents, qui pour certains intègrent ces questions-là. Mais c'est vrai que les livrets pédagogiques, certains ont été écrits il y a très longtemps, et c'est très rare qu'ils intègrent ces approches qui sont finalement arrivées récemment au sein on va dire, de la critique française et du champ universitaire français. Et donc qui arrive encore plus tardivement dans les outils pédagogiques. Donc, mais c'est vrai que parfois, dans certains dossiers pédagogiques, moi j'ai eu des choses qui m'ont fait sursauter. Mais ils ont un peu évolué quand même, très oui, sincèrement. bien sûr. Je l'ai pris avec moi, mais je l'ai pas avec moi sur celui sur Chicken Run, qui était au programme de collège, je crois, l'année dernière. Voilà, il y a toute la problématique les poules, etc., etc. Alors, je ne me rappelle pas de mémoire, mais les aspects sont quand même, j'ai l'impression, un petit peu plus abordés qu'avant, de fait. C'est-à-dire que quand même, tout ce qui se passe, les gens qui écrivent, voilà, ils sont pas étanches, donc ils voient bien que c'est ces questions-là qu'il faut petit à petit aborder. Donc, je pense que quand même, les choses évoluent petit à petit, mais effectivement, ça y va petit à petit, et avec ces espèces de frontières un peu infranchissables qui restent.
Voilà, parce qu'elle s'explique aussi par une histoire. Hein. Je pense que ça, c'est pas juste des résistances pour être résistant, mais c'est quelque chose qui. Voilà, c'est l'histoire de la cinéphilie française aussi. Tout à fait. Oui. Oui, mais ça s'interroge aussi. Je veux dire, on peut très bien dire aux élèves. La cinéphilie est masculine. Non, mais la cinéphilie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'ailleurs au programme des enseignants qui font l'option. Mais ça s'interroge. Souvent, la réaction qu'on nous oppose, c'est ah mais oui, mais en fait, si tu te parles de ça, tu vas réduire le film à ça. Mais que tout le monde se rassure et soit bien tranquille sur ça. Personne ne le réduit parce que c'est pas si fréquent que ça que ce type d'approche existe. La question n'est pas de réduire, mais au moins de faire connaître. C'est un outil comme un autre pour penser. Il y a une approche historique, il y a une approche esthétique dans la critique du film. Il y a cette approche-là qui est par le genre, par exemple. C'en est une. Pourquoi ne pas proposer cet outil aux élèves, aux enseignants qui peuvent être formés? Pourquoi ne pas le proposer parmi d'autres? On a un peu l'impression que parce qu'on le propose, ça va effacer tout le reste et qu'on va faire rentrer le loup dans la bergerie. Oui, si je peux me permettre, éduquer un regard à une image, c'est déjà aussi parler des questions de pouvoir. Et donc, au final, c'est pas si éloigné du thème qu'on aborde. C'est de faire comprendre que déjà, une image, c'est un certain pouvoir. La réception d'une image entraîne quelque chose d'un rapport de pouvoir. Et donc, c'est pas si éloigné de parler ensuite des rapports de pouvoir contenus dans le récit du film, pour le coup. Et je dirais que aussi cette notion de pouvoir, une fois de plus, c'est qui l'a. C'est-à-dire que est-ce que c'est nous, la cinéphilie, est-ce que c'est nous, professionnels, qui avons le pouvoir? Non. Remettons-nous en question aussi et partons de quoi vous discutez là en ce moment. Et nous, on va peut-être vous dire, tiens, ça me rappelle un film. C'est-à-dire que partons de eux et partons de quels sont les problèmes de la classe, du groupe classe. Voilà, la dernière embrouille entre machin, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le sujet? Ah, tiens, ça me rappelle une histoire. Et est-ce que déconstruire les stéréotypes pour eux, vous disiez qu'en fait, eux-mêmes, souvent, peut-être, sont soumis à leur propre... à des empêchements, des auto-empêchements. Donc, finalement, ils sont victimes eux-mêmes de stéréotypes, même d'auto-stéréotypes, peut-être. Donc, ça pourrait quand même les intéresser d'interroger le stéréotype dans son ensemble par rapport à une image. Mais ça les intéresse. Enfin, honnêtement, les expériences que j'ai vues ou dans le cadre des différents projets, les élèves en eux-mêmes ne sont pas pires que les adultes ou que les médiateurs qui les accompagnent. Je veux dire, même au contraire, un élève qui regarde un film pendant 2 heures, n'importe quel film, même un film qui peut paraître archi compliqué, etc., on a aussi cette crainte et cette croyance dont il faut se défaire que les élèves sont clafis de stéréotypes et que vraiment, il faut les dresser parce qu'ils ont la tête pleine, en gros, d'atrocités. Et en plus, il y a vraiment de la discrimination parce qu'on pense ça surtout parfois à propos d'élèves issus de certains quartiers ou certaines catégories socio-professionnelles. Et ça, nous-mêmes, en tant que médiateurs, en tant que, j'allais dire, adultes et parfois enseignants, on n'en est pas conscience qu'on reproduit ce type de regard sur eux. Donc, d'une certaine manière, exactement comme vous le disiez, les élèves, ils ont envie de bien faire. Donc tout dépend de ce qu'on leur met sous les yeux et tout dépend de la façon dont on aborde. Ils vont vous sortir le discours dont ils pensent que vous avez envie de l'entendre et dont ils pensent que leurs camarades aient envie d'entendre. Mais en fait, les élèves ne sont pas des... ils font énormément confiance aux images qu'on leur propose à condition qu'elles soient accompagnées. Et c'est là peut-être aussi où on peut faire la différence entre ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'éducation nationale, mais surtout aussi ce qu'on peut faire à l'extérieur de l'éducation nationale. Nous, on fait par exemple des films d'atelier qui sont en dehors du collège, du lycée, et la parole n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce même enfant, ce même jeune, voilà, qui interagit avec nous d'une certaine manière à l'intérieur de l'institution, quand on peut aller le chercher dans son quartier, et pas simplement dans le quartier, mais aussi en race campagne, parce que je pense qu'il faut aussi se poser la question, pas simplement des quartiers, mais de la ruralité, parce que je trouve qu'il y a des vraies difficultés, des vrais problèmes sur le genre, sur l'homophobie, des choses comme ça qui sont profondément ancrées. Et ben, les gens changent. Et une fois de plus, c'est partons d'eux. Partons, non pas, on a un discours, je sais pas, il y a ce bouquin formidable qui est le maître ignorant. Pour moi, c'est fondamental, quoi. C'est-à-dire qu'ils savent autant que nous. Alors, pardon, mais il faut que je vous pose quelques questions, parce qu'on a des spectateurs qui sont passionnés et curieux. Alors, je vais essayer de les mettre dans le bon sens pour pas qu'on... on va rester quand même 2 secondes sur cette histoire des dossiers pédagogiques, si vous voulez bien, puisqu'on nous demande qui écrit les dossiers pédagogiques et comment ces personnes sont-elles choisies.
En fait, ce sont la plupart du temps des critiques de cinéma qui écrivent ces dossiers. Ils sont choisis par le comité de sélection, enfin les comités qui sélectionnent les films, ou des coordinateurs de région qui choisissent ces rédacteurs. Et encore une fois, ces rédacteurs ne sont pas incriminés. Enfin, je veux dire, ils font le travail qu'on leur demande de faire. Le problème, c'est que, encore une fois, ces problématiques sont récentes et que, honnêtement, elles n'ont pas été pensées de manière prioritaire, comme vous le disiez tout à l'heure, pour aborder les questions de cinéma. Il y a le cinéma, et ça rentre un peu, je ne vais pas dire au forceps parce que c'est une image un peu bizarre, mais c'est un peu ça. Ça rentre, bon, on va faire un petit truc là-dessus, quoi. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été central. Bon, et comme les critiques de cinéma sont en majorité masculins, ça doit être beaucoup d'auteurs masculins. Oui, mais ceci dit, il y a des auteurs masculins qui peuvent être tout à fait sensibilisés à ces questions-là. Non, mais puisqu'on parle de parité. Ah oui, mais bien sûr, mais ça, bon, il y a quand même des choses qui commencent un petit peu à changer de ce point de vue-là aussi. Et d'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, mais tiens, et si on demandait à des enfants d'écrire ? C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas dans ces plaquettes, à un moment donné, un avis, un ressenti d'un enfant qui dit moi, le film, je l'ai perçu comme ça, juste un éclairage différent, et que ce ne soit pas toujours le spécialiste d'eux qui est la parole la plus pertinente. Moi, je pense que c'est une des clés générales d'évolution et de comment on peut faire donner une autre dynamique à tout ce travail qui se fait. C'est comment on redonne une place un peu plus, entre guillemets, active, même si j'aime pas cette opposition qui voudrait que le spectateur soit passif, ce qui, je pense, n'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, de comment on donne une place, effectivement, pourquoi des collégiens ne pourraient pas présenter la séance qui va avoir lieu pour des écoliers, pourquoi des lycéens, etc. Bon, c'est compliqué pour des raisons institutionnelles. Mais moi, je pense que, voilà, d'abord, il y a énormément d'expérimentations qui se font sur le terrain, beaucoup plus qu'on ne le croit. Moi, je suis toujours très étonné. Dans le cadre des missions qu'on a, il y a une mission à l'échelle de la région d'animer un espèce de réseau d'acteurs de l'éducation à l'image, et pas que les salles de cinéma et les enseignants. Et moi, je suis toujours frappé de découvrir des expériences, des ateliers, des initiatives dans une médiathèque. Donc, il y a déjà un terrain propice, mais ça reste des petites expérimentations. Et effectivement, trouver une place pour donner une parole, un rôle aussi de transmetteur aux plus jeunes vis-à-vis des plus jeunes, je pense que ce serait pas mal. On a vécu une séance de Mignonne il n'y a pas très longtemps avec un public, et il y a un des jeunes garçons qui, à la fin du film, a dit en fait, cette fille, elle a voulu grandir trop vite. Voilà. Ce que je veux dire, de façon très spontanée. Et très souvent, moi, je suis frappé de la capacité qu'ont certains enfants, jeunes, en 2 phrases, à vous renvoyer à la fin de la projection, en fait, quasiment ce qu'on peut dire de synthétique sur le film, quoi. Et ça arrive très très souvent. Donc moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'ils ont une vraie capacité à recevoir les films quels qu'ils soient et être capable d'exprimer comme ça très très spontanément et de façon très précise ce en quoi on peut résumer peut-être le film en 2 ou 3 phrases. Alors, j'ai d'autres questions. Là, ça s'adresse à vous vraiment. Est-ce que toutes les écoles de l'Académie de Créteil sont concernées par les dispositifs d'éducation à l'image ? Alors non, malheureusement, mais j'allais dire heureusement pour les coordinations et pour les salles qui ne pourraient pas accueillir toutes ces projections. Il y a quand même énormément d'établissements qui sont touchés. C'est ce qu'on appelle un dispositif massif, mais ce n'est pas toutes les écoles, parce que la liberté pédagogique n'impose pas aux enseignants d'emmener leurs élèves voir les films. On me demande de quoi dépend la mise en place des dispositifs. En fait, des professeurs de la bonne volonté des professeurs qui, parce qu'ils en ont envie, et parfois par militantisme, parce que c'est pas évident pour eux, avec les différentes réformes qui ont été programmées récemment, de trouver le temps et pour accompagner leurs élèves voir des films en salle, c'est un choix, c'est pas du tout une obligation. Donc c'est pas à tous les élèves, non. Mais on peut espérer qu'entre l'école et le lycée, au moins les élèves, une fois dans leur scolarité, ont été touchés par les dispositifs. Il faut qu'il y ait une salle aussi quand même à proximité qui joue ce rôle-là, parce que beaucoup de salles, énormément de salles le font en France, mais pas toutes. Et alors, dans un autre domaine, mais pas si loin, on vous demande, c'est à vous Claude, comment fédérer les initiatives exemplaires comme celle de la Cinéfabrique ? Y a-t-il d'autres établissements ou associations ou des coordinations qui peuvent se créer pour, j'imagine, créer ce genre de rencontres entre les futurs cinéastes et les jeunes, quoi. Oui, moi je pense que il y a plein d'autres initiatives et je pense qu'elles sont à
poursuivre, à soutenir et à défendre. Après, moi, je lance un peu un appel. Je pense qu'on a besoin, et toutes ces associations ont besoin d'un temps de bénévoles, des professionnels. Donc voilà, rejoignez-nous et aidez-nous et venez travailler une journée par an gratuitement de façon bénévole dans ces associations-là. Ça sera énorme parce que vous allez amener une diversité de points de vue, de manières. Et puis les enfants, ils aiment voir quelle est la réalité des métiers. Et je pense que un film, c'est effectivement quand nous, par exemple, à la Cinéfabrique, voilà, il y a plein d'intervenants qui passent, et chaque fois, par semaine, il y a un cinéaste qui dit « Moi, le film qui m'a permis de faire du cinéma, c'est celui-là ». Et sa manière d'en parler, elle est beaucoup plus intime. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une analyse universitaire un petit peu d'un film, mais au contraire de en quoi ce film-là m'aide à vivre, m'aide à supporter et à me construire par rapport à la société. Et je pense que vraiment, on a besoin de vous. Alors, dernière question, et après, je vous laisserai. Pardon, mais après, j'ai peur d'être infidèle aux 600 ou 700 personnes qui nous regardent et qui posent des questions. Quid des dessins animés, des programmes TV qui représentent quand même la première éducation à l'image? Est-ce que ça, l'éducation nationale ou même le CNC a un regard là-dessus par rapport aux stéréotypes? Ou est-ce que c'est ailleurs, ça, les fictions télé, les dessins animés? Non, pas du tout. C'est pris en compte dans ce qu'on appelle l'éducation morale et civique, dans le cadre de projets qui sont menés en partenariat avec le CLEMI, donc l'éducation aux médias. Il y a une plateforme créée par le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir qui a mis en place un site internet avec des outils qui s'appellent Genre Image, sur lequel on essaie de former des enseignants qu'on essaye de faire connaître. Donc, bien entendu, ça en fait partie. C'est pas du tout laissé de côté. Ça n'est pas forcément lié au cinéma. C'est dans le cadre d'autres dispositifs, mais c'est vrai qu'il est intéressant d'observer que quand il s'agit de la publicité, de l'éducation aux médias, il y a énormément, je ne sais même pas combien il y a d'occurrences sur ce sujet-là, analyser des stéréotypes dans la publicité, la télé-réalité, etc. Et ça se fait régulièrement. En termes de cinéma, c'est beaucoup moins fréquent. Et je pense, pour ajouter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle que cinéma, il faudrait vraiment parler réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les vrais problèmes, c'est ce qui circule entre eux, entre ces jeunes-là, et comment, par exemple, tu m'auras pas en deuxième année, c'est complètement sur les réseaux sociaux. Et c'est comment se protéger de la rumeur, c'est comment déconstruire, comment s'apercevoir que les images peuvent être complètement manipulées. Et ça, je trouve que c'est essentiel, quoi. Et ça, pour l'instant, on fait pas grand-chose. Enfin, Sophie, on fait pas grand-chose. Moi, je suis moins du côté des programmes, lycéens au cinéma et accompagner l'analyse d'un film en salle que dans la pratique même artistique. Et il y a beaucoup de réponses qui se retrouvent dans le fait d'emmener les élèves à se permettre de pratiquer. Déjà, ça permet de lutter énormément contre leur autocensure. Pour eux, le cinéma, c'est un peu un sport de riches, c'est un sport parisien. Et donc, tout d'un coup, avoir du vrai matériel entre les mains, déjà, c'est une rencontre qui est enfin possible pour eux. Ils se disent qu'on leur fait suffisamment confiance pour qu'ils puissent manipuler ça. Et c'est aussi un endroit du coup où, en fabriquant, ils se rendent compte du coup de c'est quoi le pouvoir de manipulation qu'on peut avoir, un pouvoir de manipulation dans le montage, dans le choix d'un plan, dans le choix d'une mise en scène, et en pratiquant ça, du coup, ça leur forge aussi un regard ensuite en tant que spectateur. Et une dernière chose aussi, c'est que un plateau de tournage, c'est une micro-société, et c'est aussi un endroit où il est très important en tant qu'intervenant d'inventer des rapports qui ne soient pas des rapports de pouvoir. Voilà, de comment faire un atelier qui soit suffisamment collaboratif, comment inventer des relations, et c'est une des manières, par encore une fois l'exemplarité, d'incarner d'autres manières d'être, de se regarder les uns les autres et de vivre ensemble pour le coup. Et voilà. En fait, c'est exactement. Je voudrais rejoindre les deux choses que vous venez de dire et ce que vous venez de dire aussi. Là, on le voit récemment. L'éducation aux images, elle est très soumise à l'actualité. Et tout à coup, il faut faire un focus sur tel ou tel problème à la suite d'un événement dramatique qui va surgir dans le quotidien et la vie médiatique. Et on doit l'appliquer à quelque chose. Ce dont parle Claude et ce dont vous parlez, il y a des tas de projets qui existent d'ateliers cinéma. Je pense à un atelier que je connais bien, qui est avec la Cinémathèque française, un projet qui s'appelle le cinéma 100 ans de jeunesse, qui me fait penser aussi au travail que vous faites, c'est-à-dire un travail en partenariat mené au long cours
ensemble entre des élèves, des enseignants, des médiateurs et des professionnels du cinéma, qui peuvent être monteurs, professionnels, etc. Parce que cette triangulation empêche et zappe toute possibilité de rester dans ces stéréotypes, ces images, etc. Pourquoi ? Parce qu'on fait et on fabrique ensemble. Et ce genre d'initiatives, effectivement, sont assez peu connues en général et elles demandent énormément de temps. Il faut consacrer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année scolaire entière pour tisser ce travail qui articule le voir et le faire, puisque c'est comme ça aussi qu'on se débarrasse des stéréotypes. Effectivement, c'est en faisant ses propres images. Et c'est ça qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment encourager. Donc, effectivement, il faut être volontariste, ce qui n'est pas évident. Et encore une fois, c'est le choix des enseignants et c'est leur propre, leur propre militantisme et leur propre sensibilité à ces questions-là. À partir de quand on prend la culture au sérieux pour parler, par exemple, on parle de déradicalisation, des choses comme ça. À partir de quand on prend la culture au sérieux, le cinéma au sérieux, l'éducation artistique suffisamment au sérieux pour aborder ces choses-là autrement que par un saupoudrage. Et ça, c'est vraiment une vraie question. Oui, mais alors justement, puisque des initiatives aussi belles, mais au long cours, que en fait, ce travail collaboratif, collectif, et qui finalement, à force d'accumuler des étapes, finit peut-être par abolir les stéréotypes au fur et à mesure de la marche. Mais tout ça, ça demande du budget, j'imagine. Voilà. Donc, et surtout, enfin, ces professeurs qui se lancent là-dedans, est-ce qu'ils sont quand même supportés, soutenus par l'éducation nationale? Est-ce que même ils ont des formations? Parce qu'on a parlé un petit peu du fait que finalement, il fallait tout autant déconstruire les stéréotypes que déconstruire l'enseignement, finalement, et l'enseignement de l'éducation à l'image. Mais est-ce qu'il y a des formateurs suffisants pour aller aider les profs? Les formateurs, il y en a. Des formations, il y en a. Moi, j'ai vraiment de la chance. L'Académie de Créteil est une académie dans laquelle l'ouverture, ce qu'on appelle les formations d'ouverture culturelle, c'est-à-dire c'est pas des formations par discipline. Je veux dire, on est prof d'histoire, on va aller faire un stage de cartographie médiévale, pourquoi pas. Mais aussi, on peut faire un stage sur gender et cinéma pour cette année ou des choses comme ça, à condition qu'on le choisisse. Donc, c'est un combat dans l'Académie de Créteil et dans beaucoup d'académies pour maintenir ces stages dits d'ouverture culturelle, c'est-à-dire qui transcendent les matières, qui permettent de travailler en interdisciplinarité, qui permettent de mener ce type de projet en partenariat avec des professionnels du cinéma et des gens qui sont sensibilisés à ces questions-là. Ça existe. Le problème, c'est qu'on ne touche pas assez de personnes. Il y a une question d'argent et il y a aussi une question de choix. Si je veux faire une formation pour mener des projets comme ça, je choisis de le faire. Et puis après, j'ai droit à 3 formations dans l'année au maximum, en réalité 2, et laquelle je vais faire passer en premier, à laquelle je vais pouvoir assister. Donc c'est pas quelque chose d'évident, et je pense qu'il y a énormément de collègues, d'enseignants qui voudraient pouvoir faire cette formation et qui n'y ont encore pas accès, malheureusement. Parce que voilà, c'est... Il y a ce problème-là, et il y a aussi le problème de ce que vous soulignez de rapport dans le temps, de durée. Parce qu'effectivement, on a trop le sentiment qu'on arrive, on fait une action qui peut être formidable, mais voilà, par exemple, sur Tu m'auras pas, pour justement lutter contre les stéréotypes qui circulent sur les réseaux, on s'est dit, on va toucher les 3e. Et en fait, ça n'a pas marché. Parce qu'en une fois, en une année, ça ne marche pas. Et puis, c'est trop tard. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va les suivre sur 3 années. On va faire 5e, 4e et 3e. Et là, ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait de se retrouver sur 3 années avec le même groupe de 350 collégiens, il y a quelque chose qui, au bout de ce temps-là, émerge. Mais il faut du temps, et il faut pouvoir rester et durer. Et d'ailleurs, j'imagine que la notion du temps, là, on revient donc au programme collège et cinéma ou lycée cinéma, etc. Donc, ces élèves que vous recevez, William, j'imagine que là aussi, est-ce que à chaque fois 7 séances, et puis après vous laissez partir les élèves. Comment on fait pour imaginer aussi un suivi, c'est-à-dire déjà peut-être des notices au départ pour analyser les films un peu différemment, mais surtout, est-ce qu'il y a un suivi de ces élèves?
il y a un suivi de fait, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un lieu et que ce lieu définit ça comme étant une priorité, ce travail de transmission, d'éducation, de partage, au bout de quelques années, ce travail de fond, cette espèce de toile d'araignée que vous essayez de tisser, enfin moi c'est comme ça que j'essaie de réfléchir, forcément il y a des moments où d'un coup ça croise d'autres choses, mais c'est clair que le suivi il n'est pas assez fait au sens où il s'élargit pas assez à d'autres partenaires. Moi, je pense qu'il y a aussi une autre entrée qu'il faudrait peut-être interpeller un peu plus avec le cinéma, c'est la question de la santé. Alors, c'est un peu pareil, c'est un peu la culture anglo-saxonne, la santé culturelle, etc. Au Canada, le musée, bon, bref. Et ici, on a beaucoup de mal avec ça. On va surtout pas, même si on sait bien que, et les professionnels de la culture ont beaucoup mis ça dans la balance ces derniers temps pour dire ça fait du bien d'aller au cinéma, ça fait du bien d'aller au théâtre, etc., etc. Et dans cette période de Covid, peut-être que ce serait aussi une façon de... Bon, donc peut-être que là-dessus, on n'y va pas assez aussi, et surtout dans des territoires comme des quartiers un peu en difficulté, où il y a des réelles difficultés, hein, sans faire de stigmatisation. Ce travail d'ampleur, nous, on travaille avec de 7 à 8 000 enfants et jeunes, en principe, chaque année. Chaque année, donc si vous voulez, au bout de 30 ans, c'est d'autres générations, ça croise. D'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit « Ah, putain, je suis venu ici il y a 15 ans avec mon école et j'ai vu tel film », et il est capable de vous citer le titre du film, mais c'est en revenant dans le lieu que le souvenir ressurgit. Et le travail au long terme, évidemment qu'il est possible, qu'il existe. Les formations, elles existent. Et moi, je sais que quand que nous, on a les moyens de le faire, parce qu'on est un cinéma qui sommes aidés par les collectivités locales, par la ville de Marseille, par les ministères. Donc, on a des moyens qui nous permettent, par exemple, d'affréter des bus pour aller chercher les élèves dans les écoles, parce que sinon, ils ne pourraient pas venir jusqu'à nous. La question de l'accessibilité, ça reste une question assez primordiale dans certains territoires. Donc ça, enfin, je veux dire, l'éventail de tout ce qu'il faut faire, il est énorme. Beaucoup le font, mais le suivi, il se fait au bout d'un moment un peu de fait. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que ce qu'il faut défendre aussi dans ce partenariat-là, parce que sans partenaire, on fait rien. Moi, si je suis tout seul dans ma salle à sauter comme un cabri, il va rien se passer. Par contre, si je développe un partenariat avec l'éducation nationale, avec ce qu'elle est, hein, je veux dire, une institution, avec ses pesanteurs, mais au sein de l'éducation nationale, on tombe toujours sur des personnes formidables. Alors oui, ça dépend de certaines personnes à certains endroits. C'est comme ça que fonctionnent les institutions. Mais globalement, l'institution, elle permet quand même de toucher tout le monde. Il ne faut jamais l'oublier, c'est-à-dire de toucher des enfants qu'on ne toucherait pas s'il n'y avait pas cette obligation de l'école. Voilà. Donc dans les quartiers où effectivement qui sont très éloignés, où il ne se passe pas grand-chose d'autre que la ghettoisation. Et voilà. Donc moi je pense qu'on a, pour me répéter, si déjà on prenait un petit peu plus la mesure de tout ce travail qui se mène, qui effectivement ne se mène pas avec assez de moyens, les moyens qui sont consacrés à des ateliers de réalisation qui permettent à 10, 15, 20 jeunes de vivre une expérience de création artistique avec un intervenant, ça se fait avec 2 000, 3 000, 4 000 euros. Je veux dire, quand vous connaissez le budget de production des longs métrages, des séries... Ça va, 3 000 euros, c'est juste dérisoire. Et les intervenants de ces ateliers-là sont aussi parfois celles et ceux qui après deviennent les professionnels de la profession et qui démarrent par ces étapes-là parce que, mais très sincèrement, ça se fait avec très peu de moyens. Voilà. Alors c'est comme ça, c'est une logique, mais peut-être que là-dessus, il y a effectivement quelque chose qui pourrait un peu évoluer et permettre pour aussi aboutir à des objets qui soient un petit peu mieux finis, pour être un petit peu mieux montrables, sans les dénaturer. Mais voilà, moi je sais qu'à chaque fois qu'on fait découvrir les films qui sont faits dans certains ateliers, il y a des gens qui tombent un peu des mains tellement il y a quelque chose de fort, parce que simplement on leur donne la parole, on leur permet de s'exprimer, ils vont exprimer quoi, ce qu'ils sont. Et quand ils sont dans des quartiers nord à Marseille, d'un coup ils vont exprimer des choses, ou faire le portrait d'un personnage, d'une mère de famille, et oui, ça va marcher, parce que c'est des choses qu'on voit finalement très peu, ou assez rarement, ou pas assez dans le cinéma plus professionnel. Donc oui, le terreau, il y a inclusion naturelle. Enfin, je veux dire, par définition, voilà. Il y a un regard naturel sur la diversité. Enfin, c'est eux. Il faut leur donner les moyens de s'exprimer. Ouais. Voilà. Enfin, pour faire la boucle avec la question de la liberté d'expression, c'est très bien de défendre la liberté d'expression en soi, mais il faut aussi se poser la question de quels moyens on donne à toutes et à tous de s'en servir, de pouvoir réellement exprimer quelque chose. Voilà, ça se fait beaucoup avec le cinéma, ça se fait avec d'autres choses, mais jamais. C'est peut-être là-dessus qu'il y a un effort à faire aujourd'hui, je pense vraiment. Mais au-delà de la question des moyens, il y a vraiment quelque chose qu'on constate et qui est très prégnant.
Il y a la question des moyens, la question de l'accompagnement, de la volonté, mais quand on est dans l'éducation nationale, qui est des écoles et des collèges qui sont des lieux très très forts de normalisation des relations sociales et de normes, quand on est un enseignant et qu'on veut aborder des questions d'égalité entre les sexes, de sexisme, d'homosexualité, de diversité, c'est extrêmement compliqué parce que c'est des sujets, souvent j'entends dire « Ah, c'est un peu touchy ». Oui, c'est un peu touchy, c'est-à-dire que l'école, c'est écrit dans l'école depuis le début du XXe siècle qu'elle doit être inclusive. Alors, ce n'est pas le mot employé, mais qu'elle doit assurer l'égalité de tous. C'est écrit, c'est répété. Il y a des études sans fin et il faut qu'il continue de la recherche-action menée dans ces domaines-là. Mais quand il s'agit d'aborder le racisme, c'est pas évident, mais il y a des choses. Quand il s'agit d'aborder ces questions-là, les gens n'osent pas. Pour paraphraser la une d'un hebdomadaire ou d'un journal, il y a des enseignants et des enseignantes qui n'osent pas casser l'ambiance en soirée, qui n'osent pas parler de féminisme, qui ont peur que ça choque des valeurs. Et c'est particulièrement vrai pour ces sujets-là. Et ça, c'est un vrai problème. Qui ont peur de s'exposer, qui ont peur d'être et de ne pas être soutenus par leur hiérarchie aussi. Il y a aussi cette peur-là. Et je trouve que c'est là où nous, venant de l'extérieur, on peut avoir un rôle. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, on l'a vécu vraiment très très souvent. C'est-à-dire que le fait de ne pas être au quotidien avec les enfants nous permet une liberté de parole, et d'autant plus quand c'est des élèves d'une école nationale supérieure. Tout d'un coup, ils sont entre jeunes, et il y a une liberté de parole, de ton, même de tutoiement, qui fait qu'à un moment donné, des choses peuvent oser sortir de la bouche des enfants, et c'est là qu'il y a les vrais problèmes. Et c'est là où il faut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette pensée unique et ce côté bien pensant, il nous empêche d'avancer de façon forte. Et je pense qu'il faut oser se dire, oui, il y a des sujets qu'il faut aborder, ils vont être clivants, on va pas être tous d'accord, on va pas, voilà. Et vous avez votre manière de penser, on vous écoute. Oui, est-ce que ça peut être une piste envisagée, justement, que ce soit des intervenants extérieurs, donc qui n'ont pas peur, par définition, après, de subir les foudres de... l'enseignant, lui, reste, mais le... Personne ne devrait avoir subir les foudres. La réalité, c'est que personne ne devrait avoir subir ces foudres. Et quand vous venez dans les classes... Enfin, il y a les intervenants extérieurs... On est plus fort à deux, disons. Oui, mais je veux dire, c'est le poids, quand même, qui pèse sur les épaules. Effectivement, les enseignants restent, et les enseignants, tous les jours, ils ont des élèves devant eux, donc c'est tous les jours, hein, qu'ils sont, j'allais dire, ils sont tous les jours évalués, en réalité. On parle beaucoup d'évaluation par rapport à la crédibilité à leurs paroles. Mais on est parfois un peu paralysé par ce qu'on appelle l'idéologie de la neutralité. En gros, comme l'école est égalitaire, on traite tout le monde à égalité, on est bien d'accord, on est tous pareils, les garçons et les filles. Dans la réalité, c'est faux, c'est pas vrai, enfin, on le sait, il y a des travaux qui existent, etc. Donc les intervenants extérieurs, ils sont capitaux pour les enseignants, parce qu'encore une fois, c'est tout le tissage du travail en partenariat qui est important. Mais comment ça se fait quand même que ce soit si difficile de parler de sexisme de manière un peu sérieuse, de féminisme, d'égalité. Et je ne parle pas d'égalité pour que les garçons et les filles aient accès aux mêmes professions. Bien sûr, c'est important. Mais pour éviter qu'il y ait des violences sexuelles, enfin, pour des choses comme ça, pourquoi ça reste encore si difficile et pourquoi on a encore tellement peur de se saisir de ces questions-là? Et je pense parce qu'elles n'apparaissent pas. Tout est dans les textes, vous pouvez tout trouver. Hein. Mais elles n'apparaissent pas comme prioritaires. Elles n'apparaissent pas comme prioritaires à l'école. C'est parmi d'autres choses. Et du coup, certains enseignants ne se sentent pas en confiance, alors qu'ils peuvent trouver des ressources sur Internet, etc., pour faire les classes. Mais ça ne fait pas partie de la culture des enseignants. Alors justement, là, on vient de me donner une question qui a été posée, là, que je trouve intéressante. Enfin, pensez-vous qu'il faudrait intégrer l'éducation à l'image au sens large au programme scolaire? C'est-à-dire que ce soit obligatoire et que l'obligation de montrer certaines images
et d'en parler et d'en déconstruire éventuellement les stéréotypes et tout, amène forcément ce genre de thématique en débat dans la classe, quoi. Elle existe en fait, elle est dans les programmes, hein, puisqu'il y a une charte d'éducation artistique et culturelle. Le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève, il est obligatoire. Par contre, c'est vrai que en France, on travaille par matière, encore, hein, je veux dire, français, philosophie, mathématiques, etc. Et les enseignements, les approches culturelles et artistiques nécessitent des approches pluridisciplinaires, où il y a des projets de classe qu'il est important de maintenir. Donc c'est surtout ça le problème. Et encore une fois, éduquer aux images, c'est large. La question, c'est quelles approches. Je veux dire, on sait travailler une image de propagande dans le cours d'histoire ou le cours de français, etc. Les approches qui sont proposées autour des questions de sexisme, de discrimination sexuelle, de genre, c'est pas quelque chose forcément qui est très développé. En tout cas, ça n'est pas obligatoire. Ça commence à apparaître, disons. Après, la question, c'est est-ce que ça devient une matière? Enfin, voilà, on peut aller jusque-là. Moi, je pense qu'il faut que ça reste... la question, c'est ça, je pense. Moi, c'est ce qu'il voulait. C'est ce que je comprends. Alors, il y a une matière qui existe au lycée, mais c'est une option, cinéma, hein, ça s'appelle cinéma et audiovisuel, c'est CAV. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, l'institution éducation nationale ne va pas pouvoir rajouter un programme. Je crois qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est ce constat qui nous est fait de la difficulté vécue par les enseignants qui sont au front tous les matins, partout sur le territoire, hein, ils sont 800 000, c'est comment on trouve une façon de les accompagner. Moi, je pense que ce qui s'est passé, la tragédie, cet assassinat de cet enseignant d'histoire, pour moi, c'est la solitude dans laquelle il s'est retrouvé. Alors après, on peut enquêter précisément, mais au final, c'est quand même ça qui s'est passé. Et pour moi, la seule réponse qu'on pouvait donner, nous, c'est pas de vous accompagner avec des contenus sur la laïcité. Je pense très sincèrement que les contenus pour aborder cette question-là, vous les avez, ils sont disponibles, etc. C'est beaucoup plus des méthodes, des façons. Voilà. Et moi, je me suis dit, la seule façon qu'on a de nous positionner pour répondre à ce constat-là, c'est il faudrait que le lundi de la rentrée de novembre, dans chaque classe, de chaque collège, à côté de l'enseignant, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un de la société civile, le directeur du cinéma, le boulanger, pour dire cette question-là, elle me concerne aussi. C'est-à-dire, il n'est pas tout seul. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ça se joue aussi dans un rapport de force. C'est très bien les grands discours, c'est très bien les projets, mais il y a un moment donné où les choses, elles s'incarnent. Et moi, je fais ce constat-là depuis longtemps. Quand on avait mis à l'affiche Tomboy il y a quelques années, il y a des enseignants qui nous avaient appelés pour nous dire « on ne viendra pas ». Voilà. Donc nous, on s'était dit « il faut qu'on fasse quelque chose pour anticiper ça ». Comment permettre aux enseignants de ne pas se sentir pris en otage par 4 parents, hein. Parce que c'est toujours pareil, c'est une minorité. La majorité, il n'y a pas de problème, mais il suffit qu'il y ait 4 parents d'élèves qui... Voilà, et tout de suite, tout s'arrête. C'est ça aussi, ça doit nous faire réfléchir un peu sur le mode de fonctionnement d'une démocratie. Moi, on m'a toujours enseigné que la démocratie, c'était la majorité qui avait le pouvoir parce qu'elle avait plus de voix. On est quand même dans une époque où la question des minorités... 4 parents d'élèves peuvent empêcher une école d'amener des élèves voir un film comme Tomboy, qui, comme vous le disiez, quand les enfants voient ce film, mais il n'y a aucun problème. Je veux dire, aucun. Au contraire, c'est un film qui répond à des angoisses, à des questions qu'ils se posent. Bon, bref, voilà. Donc aujourd'hui, la question pour moi beaucoup plus, et bon, ça rejoint un peu la thématique, mais c'est comment on accompagne aujourd'hui les enseignants. Alors on peut pas être tous présents tous les jours dans les classes, mais je trouve qu'il y a une façon aujourd'hui d'être avec eux sur ce terrain-là, sur ces questions-là, pas tout seul. Donc c'est pas juste rajouter une matière ou une discipline. Le monde de l'image est notre monde, le monde numérique est notre monde. On est tous face à cette réalité. C'est très compliqué de trouver les bonnes façons de naviguer là-dedans, d'accompagner, de pointer, d'éviter toutes les bascules. Ça va très très vite. Hein. Je veux dire, la particularité quand même de ce monde-là, c'est qu'un truc sort 2 heures après, c'est le côté viral, pour faire un écho, nous interpelle aussi sur qu'est-ce qu'on peut réellement faire aujourd'hui. Alors il y a le travail de fond sur la durée, des choses qui s'inscrivent, qui s'ancrent, des repères. J'ai souvent l'habitude de définir le cinéma dans lequel je travaille, mais je pense que comme d'autres lieux culturels, comme un repère et un repère, avec les 2 façons de l'écrire, et de travailler là-dessus, c'est-à-dire de tisser des liens, de tisser des fils, de dire on est là. Voilà, on est là. Après, faisons attention à ce qu'on montre, prenons en compte les choses, mais déjà, il faut quand même assurer une espèce de présence. Paradoxalement, dans un monde qui est de plus en plus virtuel, je crois qu'une des réponses, c'est une espèce de présence physique qu'il faut matérialiser le plus possible, parce que la solitude de ces tâches qu'ils ont à mener,
elle est effectivement très compliquée quand vous êtes dans une école au fin fond d'un quartier et que quand même le seul truc qu'on vous demande c'est qu'il n'y ait pas de vagues. Hein. Faut pas se raconter d'histoire. Alors, pardon, juste Claude, parce que peut-être que vous pouvez répondre aussi, parce que j'ai 2 questions, enfin une question et une idée, vraiment. Donc, une question justement qui rebondit là-dessus. Certains éducateurs à l'image expriment qu'ils ont du mal parfois à montrer aux jeunes des images de la domination masculine, par exemple. Bon. Comment créer un appui aux profs? Donc oui, alors est-ce qu'il faut carrément être de temps en temps présent physiquement à côté d'eux dans certains débats ou dans certaines explications de films? Et alors, une idée de Julie, créer une plateforme de soutien d'accompagnement aux enseignants. Pourquoi pas une plateforme de soutien d'accompagnement aux enseignants? Mais pour répondre un petit peu, je trouve que l'essentiel, c'est effectivement, on n'est pas mieux qu'un boulanger et ça pourrait être aussi toute la société civile. C'est-à-dire que nos professions ne nous donnent pas un espèce de savoir-faire plus grand que d'autres. Et je trouve que c'est très, très important de se remettre dans cette humilité-là. Et j'aime beaucoup cette idée qu'un boulanger puisse aussi venir défendre ces idées-là dans une classe. Et par ailleurs, je trouve que aller dans une classe, c'est formidable sans doute pour les enfants, mais c'est aussi formidable pour les gens qui y vont. Et nous, dans la première année de l'école, les élèves vont passer toute une semaine dans un CM2, toute une semaine. Ils en reviennent complètement morts de fatigue et avec une admiration pour ce travail-là extraordinaire. Et ils en parlent encore, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait là et qui interroge leur pourquoi je suis là, à quoi ça sert le cinéma, quelle est ma fonction de citoyen par rapport à ça. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut être. C'est effectivement pas sur un enseignement, je dirais, de programme, mais sur être à l'autre. C'est ça qui est le plus important, que ça soit à l'école élémentaire ou au lycée, mais aussi dans des écoles de cinéma. On ne fait que bourrer tous les programmes d'histoire, géographie, de maths ou de trucs très techniques dans les écoles de cinéma. Et en fait, c'est pas là-dessus que ça se joue. C'est sur comment on est sur un plateau, qu'est-ce qu'on dégage, nous, comme technicien, comme réalisateur, comme cinéaste, et qu'est-ce qu'on défend comme mode de vie. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut continuer à être plutôt que sur des notions de transmission de connaissances, quoi. Un petit mot chacun, parce que on doit finir cette table ronde passionnante où on est en train, en fait, de déconstruire l'enseignement, finalement. Je crois que je vais vous laisser. Je vais me cacher quelque part. Donc, un petit mot de conclusion. Est-ce que cette notion, en fait, là, ce qui revient dans les questions, dans les propositions, dans ce que vous dites, c'est appuyer les profs, quoi. Enfin, être à côté d'eux, leur apporter, vous faites ça aussi, être en présence, les aider à aborder certains sujets. Et oui, une dernière chose, c'est important d'être présent. C'est important, pas tant la question de la fédération que de l'ouverture. De toute façon, quand on lutte contre les stéréotypes, c'est pas comment on va recréer une institution. C'est déjà comment on destitue toutes ces matières, chacune mise de son côté, ces institutions qui ne s'ouvrent pas forcément à différents publics. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on peut d'autant plus s'ouvrir, que ce soit dans l'éducation nationale, mais aussi dans l'éducation populaire. Pour ce qui est après assez difficile de montrer des images de la domination masculine, il y a quelque chose aussi qui à chaque fois m'embête quand je vais intervenir sur ces questions-là auprès des élèves, c'est que l'école est déjà un grand lieu d'angoisse. Je trouve que non, mais ça peut être pour eux un lieu d'angoisse parce que c'est un endroit où on parle beaucoup d'orientation scolaire. Moi, quand je suis avec des lycéens, je suis désolée, mais je les sens très angoissés de leur stage, par exemple. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive aussi sur la question de la lutte contre les stéréotypes, mais dans quelque chose qui soit un espace où à la fois ils livrent leurs témoignages et à la fois ils ont les moyens d'exprimer et d'inventer le monde de demain. Et c'est pas que juste leur dire faites attention de pas faire mal les choses, mais c'est vraiment de dire vous, qu'est-ce que vous auriez envie d'inventer ? Vous êtes là pour les créer. Et se laisser aussi porter par leur propre imagination et nous remettre en cause. Voilà. Moi, je voudrais juste te dire, il y a une chose toute bête, en fait. C'est le mot de la fin, alors attention. Oui, on est tous allés à l'école. Enfin, pratiquement, on est tous allés à l'école. On a tous eu des profs devant nous, des intervenants, des gens qui sont venus nous voir. Et en tant qu'enfant, on s'est tous posé des questions et quand on est adulte, on devrait tous se dire bon, je me suis construite en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant que personne par rapport à certaines choses et essayer de voir les modèles qu'on a eus, les images qu'on a vues, la façon dont on s'est trouvé par rapport à ces questions-là ou pas d'ailleurs, comment ça se fait qu'on l'oublie aussi vite
et que ces expériences-là ne soient pas partagées. C'est ça, alors qu'on a tous cette expérience-là. Pourquoi, à partir du moment où on est dans une institution ou dans une fonction, on oublie ça? On oublie qu'on s'est construit en tant qu'homme, en tant que femme ou en tant que personne par rapport à des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est juste ça. Bah, c'est une belle conclusion. On a tous été éduqués par des images, donc maintenant il faut tous qu'on participe à l'éducation à l'image des autres, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Bah, merci beaucoup.